Alors, donc l'idée c'était de vous faire un petit retour sur ce qu'on rencontre sur une année, hein. J'ai pris l'année entière 2024 pour parler un petit peu de ce qu'on rencontrait à la passe en termes d'infection, ce qu'on recherche aussi via les stratégies et les recommandations de dépistage. Donc je commence par un petit point là-dessus. Bon, petit rappel des populations reçues en passe. Donc par définition, c'est des publics qui n'ont pas de couverture sociale ou qui sont en grande exclusion des systèmes de soins, donc en difficulté d'accès aux soins. On a une toute petite part de patients qui ont les droits ouverts, les plus précaires, mais la majorité n'en ont pas. Donc une majorité est en situation d'exil, hein, ou de migration. Donc sur la thématique de ce soir, on a 5% de patients qui sont nés en France, pour donner une idée, annuellement, et le reste c'est plutôt des étrangers, alors qu'ils ne sont pas tous primo-arrivants. Il y a des gens qui sont là depuis des années, mais on a quand même majoritairement une situation d'exil à un moment donné de la vie des patients. Donc on propose des consultations médicales, on a des créneaux sur rendez-vous et sans rendez-vous, avec des liens avec les partenaires, que ce soit internes, associatifs, pour essayer de toucher le public le plus large. Donc les thématiques infectieuses, elles sont effectivement souvent présentes dans ce qu'on rencontre, et on a aussi à la passe une mission de dépistage, de rappel vaccinal. Bon, je ne vais pas m'étendre sur les vaccins aujourd'hui, mais pour faire un petit retour sur les recommandations existantes, hein, en termes de dépistage des personnes migrantes, il n'y a pas forcément énormément de travaux sur la question. Le premier référentiel qu'on avait, c'est les ECDC, hein, ce guide qui avait été publié en 2018, donc de screening et vaccination des personnes migrantes dans l'Union européenne. Donc il reprenait sans surprise, hein, les grandes lignes, donc un dépistage de la tuberculose avec la radio de thorax en première ligne, les sérologies des hépatites B, C et du VIH. L'accent était déjà mis sur les sérologies parasitaires, anguillulose et bilharziose, hein, du fait de forte prévalence et de toute la mortalité que ça entraîne. Donc ensuite, hein, l'année dernière, en 2024, il y a un travail qui a été mené par les équipes parisiennes, hein, sous la direction de Nicolas Vignier de l'hôpital Avicenne, de faire une sorte de grande revue de la littérature sur les publications existantes, pour essayer de réécrire et réaffiner les recommandations. Donc tout ça, ça a été validé par les sociétés savantes. C'est en attente de publications un peu plus larges, si possible par l'HAS, sur des sociétés aussi de médecine générale, pour toucher un public, pas seulement de spécialistes, mais d'intervenants médicaux au sens large. Donc voilà, l'idée est vraiment de faire des recommandations utiles pour tous les professionnels de santé qui accueillent des populations migrantes, donc des services d'infectiologie en passant par le médecin généraliste libéral, les CEGID, etc., les CLAT, les structures qui prennent en charge les mineurs non accompagnés, etc. Alors j'ai repris un petit peu les diapos synthétiques, hein. Ça c'est quelque chose qui avait été présenté aux dernières JNI, auxquelles probablement pas mal d'entre vous avaient assisté. Bon, sur les viroses chroniques, hein, il n'y a pas de grande surprise, donc on continue la recommandation des sérologies du VIH, de l'hépatite B et de l'hépatite C, qui peut se faire au mieux par des bilans sérologiques ou par défaut via des TROD, hein, quand les structures n'ont pas les moyens de faire des sérologies. La syphilis, idem. Dans le champ des IST, les PCR, chlamydia trachomatis et gonocoque, donc sur le premier jet urinaire chez l'homme, si possible en autoprélèvement vaginal chez la femme, et sur les autres sites en fonction des pratiques sexuelles. Donc sur les personnes les plus exposées, donc le groupe d'experts disait situation exposant à un risque, donc situation de vulnérabilité sexuelle. Bon, c'est le cas de toutes les femmes qu'on reçoit en situation de migration, hein. Je pense qu'on peut extrapoler et généraliser la pratique. Alors pour ce qui est de la tuberculose, le groupe d'experts recommandait la radio pulmonaire en première ligne, hein, de faire d'abord l'imagerie. Ce qu'on essaye de faire à la passe, c'est pas toujours évident de caler dans le parcours une radio de thorax à tout le monde. On n'y arrive pas toujours forcément au premier contact. On essaye de la systématiser. Bon, il y a une soirée thématique dédiée qui va arriver au mois d'octobre sur la tuberculose. J'en reparlerai un petit peu plus de notre expérience à la passe. Mais il y a certainement des trous dans la raquette dans le dépistage, hein. En tout cas, on a quand même un certain nombre de cas par an qui sont découverts, des personnes symptomatiques ou même très peu symptomatiques, avec des images pathologiques qui leur permettent de rentrer dans un circuit de prise en charge de la tuberculose.
Alors il y a ceux qu'on voit à La Paz et il y a ceux qu'on ne voit pas, qui sont dans tous les centres d'hébergement pour migrants, qui bénéficient parfois de visites en aller vers des CLAT avec des radios qui sont faites, mais il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas dépistés, hein, ça très probablement. Donc après la place du quantiferon, le quantiferon garde une place, alors plutôt quand même dans le dépistage des mineurs et sur situations particulières. Alors encore une fois, c'est pas toujours simple en pratique de le faire réaliser, même nous à La Paz étant à l'hôpital, sur la conception on peut pour l'instant pas le techniquer le vendredi. Donc on a 4 jours sur 7 d'accès au quantiferon, donc c'est quand même assez dissuasif pour le systématiser. En tout cas, voilà, notre objectif c'est déjà d'être systématique sur la radiographie. En ce qui concerne les maladies parasitaires, donc la sérologie schistosomose et anguillulose qui est présente à peu près partout, hein, dans tous les pays à plus faible niveau d'hygiène, on va dire. Donc ça, on le fait systématiquement. La sérologie bilharziose, qui serait plutôt recommandée pour les ressortissants d'Afrique subsaharienne, avec l'exception de l'Égypte au Maghreb, où on a un petit peu plus de foyers. Alors effectivement, je vous parlerai des chiffres après, hein, ça confirme qu'on a quand même de forts taux de prévalence sérologique. Alors, dans l'idéal, faire des examens parasitologiques des selles et des urines, hein, évidemment c'est mieux pour savoir ce qu'on traite, confirmer qu'on a des infections actives et que ce n'est pas juste des traces sérologiques. Alors, encore une fois, la logistique fait que c'est très compliqué de faire 3 examens de selles à tous nos patients, parce que c'est des patients qui dorment dans la rue, qui ont des barrières socioculturelles. Souvent, on discute avec eux avec des interprètes au téléphone. Donc le jeune Afghan ou la jeune femme soudanaise là, qui vient pour violence sexuelle, quand on lui demande de ramener 3 pots de sel sur 3 jours, ça devient vite compliqué. On essaye de le faire au mieux, surtout quand les personnes sont symptomatiques avec des diarrhées, du sang dans les selles. Mais c'est vrai qu'on a tendance à se contenter de la sérologie. Idem pour les examens urinaires. Hein. Bon, les urines, c'est quoi? C'est schisto aussi? C'est surtout pour la schistosomose, hein, oui. Comme la majorité des formes sont quand même urinaires. Recommandation de faire au moins une parasito des urines, où je semble avoir vu passer que la sensibilité était un peu plus importante dans les urines que dans les selles. Mais bon, je ne suis pas sûr que la rentabilité soit énorme. Bon, après, il y a le cas un petit peu particulier des filarioses pour l'Afrique centrale. Bon, là, on a peu de patients finalement qui viennent de ces régions-là, du Gabon, etc. C'est dans l'idée de ne pas passer à côté d'une loase ou d'une autre filariose où on pourrait avoir des interférences sur les traitements quand on les met sous ivermectine. HTLV chez les femmes en âge de procréer. Alors c'est vrai que c'est la recommandation l'a établie. Pour l'instant, on ne l'a pas encore mis en pratique en routine, mais il y a certainement un intérêt à le faire. Maladie de Chagas pour les personnes issues des régions amazoniennes. Bon, c'est pareil, c'est pas la majorité de nos patientes. On a quand même quelques migrantes d'Amérique du Sud, que vous devez voir aussi à l'IHU pour du Brésil, des pays de Colombie, notamment pour des VIH. Donc on a quand même un petit public concerné. Alors il y a un tableau synthétique des recommandations qui ne se limite pas, là je vais parler d'infectiologie en premier lieu. On a aussi tout un bilan métabolique un petit peu étendu pour rechercher toutes les autres pathologies, y compris le diabète, les maladies métaboliques, rénales, le bilan hépatique, puisqu'on a quand même de fortes prévalences de pas mal de pathologies chroniques, de consommation d'alcool ou d'autres produits qui entraînent des pathologies hépatiques, des hémoglobinopathies justement sur ces populations volontiers africaines. Donc voilà un petit peu le vaste programme des recommandations. Donc l'idée c'est de calquer au mieux, mais on se rend compte que même nous, étant passe de CHU avec finalement pas mal de moyens, c'est déjà compliqué de faire tout ça à chaque patient. Alors pour la consultation de médecine générale de 15 à 20 minutes, ça reste pour l'instant un petit peu utopique, mais l'idée c'est de se rapprocher, de ne pas passer à côté peut-être déjà de la tuberculose, du VIH, des hépatites et peut-être des parasitoses, ce qui est déjà pas mal, et à affiner peut-être sur plusieurs consultations. Il y a aussi la question du coût de ces examens qui se pose pour certaines structures, même pour des passes de plus petits hôpitaux qui n'ont pas forcément les mêmes budgets que nous auprès des ARS pour faire la totale, ou sur les CGID qui ont des charges plus limitées.
Donc pour vous exposer maintenant brièvement à ce qu'on trouve en fait en pratique à la passe sur nos bilans sur une année. Donc on avait à peu près 1740 patients qui avaient eu le bilan sérologique complet sur les différentes UF passe adultes. D'autres patients avaient parfois déjà été dépistés via les Cégide ou via d'autres services, donc on ne le refait pas en systématique, mais la majorité des patients a droit à son bilan. Donc je commence par le VIH, on avait 43 positifs sur un an, sur 1700, donc ça nous fait à peu près 2,5% de positifs. C'était quand même plutôt des découvertes, grossièrement on va dire 2 tiers de découvertes et 1 tiers d'infections connues. Curieusement peu de stades très évolués, on a quelques sida mais des moins de 200 CD4 finalement c'est assez minoritaire. Alors après bon ça s'explique peut-être aussi par la sélection naturelle des personnes qui sont en capacité de migrer. Quand on est déjà très malade, c'est peut-être plus compliqué d'arriver jusqu'à l'Europe. Donc dans le cadre du VIH, on délivre les antirétroviraux sans se poser de questions. On a le budget qui le permet, en essayant de récupérer avec la rétrocession à la pharmacie à l'ouverture des droits. Mais en tout cas, toute indication de traitement VIH à la base de la PHM bénéficie d'une délivrance. Juste pour mettre un petit peu en parallèle, donc la campagne des passes, c'était une campagne de dépistage sur 12 centres passes un petit peu répartis en France sur 3 ans. La prévalence globale était de 1,86, donc on est au-dessus de la moyenne nationale, bien sûr, mais on est même un petit peu au-dessus de la moyenne des passes sur la population marseillaise. Alors en ce qui concerne l'hépatite B, là on a pratiquement 6% des dépistages qui sont positifs à l'antigène HBS. La donnée, je passe vite, la donnée intéressante c'est le profil de vaccination. Je trouve que c'est quand même intéressant de voir que finalement on a 10% des patients qui ont un profil vaccinal. Donc on voit c'est une population qui a très peu accès à la vaccination par rapport à ce qui est pratiqué aujourd'hui en France. On a beaucoup aussi d'hépatite guérie, 17%. Alors sur les anticorps anti-HBS positifs, on avait 10% de vaccination, 17% qui avaient un profil de guérison, et après, donc en tout ça fait 6% d'hépatite chronique. Le chiffre national dans la campagne des passes était à 5,72, donc on est vraiment sur le même ordre de grandeur. Pour l'hépatite C, on était à 4,4% de positifs avec une hépatite C active à charge virale positive. Le nombre de sérologies... Pardon, je vous dis une bêtise. C'est des sérologies positives 4,4% et hépatite active 1,1%. Donc c'est quand même... on a 3/4 des sérologies positives qui sont encore actives. C'est des patients il y a quand même pas mal de patients qui ont bénéficié de traitements dans leur pays d'origine. Bon, c'est quand même il y a une thèse en cours là sur le sujet sur les 3 années passées. C'est 50% des patients inclus avec une charge virale positive viennent de Géorgie. Et parmi les sérologies, parmi les gens négativés, il y a aussi pas mal de Géorgiens qui ont eu accès au traitement ou de ressortissants de l'Ukraine, de Russie, enfin plutôt d'Europe de l'Est ou d'Asie mineure. Donc là, dans le cas de l'hépatite C, on a quand même la problématique de l'accès au traitement, puisque là on est sur une autre échelle de coûts. C'est autant les antirétroviraux à 800 € mensuels, là on est plutôt à un traitement complet entre 20 et 30 000, même s'il est de courte durée. Donc sur 20 patients annuels, on ne peut pas sur le budget de la PASS avancer le coût des traitements. Donc en accord avec les hépatologues et les infectiologues, on a tendance à différer les traitements à l'ouverture des droits, ce qui n'est pas sans poser des problèmes de santé publique, parce que c'est des gens qui sont volontiers consommateurs, qui peuvent être encore infectants. Et pour l'instant, on n'a pas encore trouvé l'accord avec la sécurité sociale qui permettrait de traiter sans mettre nos finances complètement à sec. L'enveloppe ARS de la PASS, c'est 1,3 million d'euros annuels. Donc si on fait 20 000 fois 20 patients, on arrive vite pratiquement à notre budget de fonctionnement des ressources humaines de la PASS. Donc c'est un peu compliqué. Alors sur la campagne nationale, il y avait peut-être un peu plus d'hépatite C active qu'à Marseille, mais c'est justement sur le travail en cours, on a plutôt des chiffres en augmentation et des consommations de drogue sur Marseille qui sont plutôt en hausse, notamment de cocaïne et de crack. C'est ce qu'on voit avec notre équipe mobile sur la gare. Donc il faut probablement s'attendre à une hausse des découvertes d'hépatite C.
avec des politiques de dépistage aussi qui sont de plus en plus étoffées, pas que dans les passes. Alors, je passe vite sur la syphilis, on a relativement peu de cas annuels, c'est plutôt des... Donc, au total, on a une moitié de cicatrices sérologiques, on avait 6 cas annuels de TPHA VDRL positifs, donc qui ont été traités sur la passe. Alors, on a quand même une population plutôt hétéro dans sa majorité, donc c'est pas forcément les personnes, les catégories les plus à risque qu'on rencontre notamment dans le suivi VIH qui arrivent chez nous. En ce qui concerne les IST, donc gonocoque chlamydia, alors c'est pareil, on a peu de positifs. Je suis un peu surpris du résultat quand j'ai reçu le tableau de 2024. On n'a que 3 gonocoques, c'était 2 hommes et une femme, et 4 PCR positifs pour le chlamydia, dont une seule femme. Alors ça questionne un petit peu la qualité de nos prélèvements. Alors c'est vrai que les autoprélèvements chez les femmes ne sont pas systématiques. On fait des fois pareil, du fait des barrières culturelles, ça finit en prélèvement urinaire alors on l'espère le premier jet, mais pas forcément toujours. La technique de prélèvement peut être à optimiser, parce que je suis persuadé qu'il y en a quand même beaucoup plus que ça. Donc à réétudier peut-être à plus grande échelle sur plus de temps et revoir avec une technique améliorée. Alors les sérologies parasitaires, pour l'anguillulose, on avait 71 positifs et 41 douteux sur seulement 1000 qui avaient été techniqués. Donc ça fait pratiquement 11% si on inclut les douteux. Alors il faudrait les recontrôler. On ne fait pas toujours le recontrôle à J15, pareil, parce que le patient... c'est une telle usine à gaz qu'on a parfois du mal à revoir tout le monde à 15 jours. Donc on essaye la plupart la majorité en tout cas sont traités. On fait de cures d'ivermectine, même si ça peut être des cicatrices sérologiques anciennes, mais c'est vrai qu'on essaye toujours de pas laisser traîner des anguilluloses sans traitement. Pour les bilharzioses, donc il y a moins de prélèvements réalisés parce qu'on est un peu plus ciblé sur les migrants d'Afrique subsaharienne. Et donc parmi les testés, là on avait 10,3%, donc on voit que c'est quand même un vrai sujet. Alors pareil, il y a des campagnes de traitement de masse qui sont faites dans certains pays, il y en a certains qui ont accédé à des traitements par praziquantel, mais là, dans la consultation, 99% des cas, on n'a aucune information sur ce qui a pu être fait auparavant. Donc pareil, on les retraite par une cure de praziquantel. Le groupe d'experts justement de 2024 proposait volontiers une deuxième cure à 1 mois, en tout cas de faire un minimum d'exploration, de rechercher au moins une hématurie microscopique, de faire des examens parasitaux un petit peu plus ciblés. Donc là c'est pareil, on essaye sur les sérologies bilharzioses positives de faire les examens des selles et des urines pour être un peu plus performant. Donc après sur la parasito, comme je disais tout à l'heure, on fait peu finalement d'examens des selles probabilistes. Alors on donne aussi assez facilement, dès qu'on a des symptômes digestifs mineurs, des traitements d'épreuves par albendazole pour essayer de cibler les parasitoses communes. Alors c'est un petit peu à l'emporte-pièce tout ça, mais dès qu'on a on a quand même pas mal de patients qui ont des symptômes gastriques, gastro-intestinaux, en tout cas sans signe de gravité, avec quand même l'impression qu'on les améliore un petit peu. Alors sachant que les étiologies sont souvent multiples. Alors après, pour faire un petit tour des autres infections qu'on va rencontrer, par ordre de fréquence, les ectoparasitoses plus bénignes, la gale on en voit beaucoup, c'est pas une surprise. Beaucoup de diagnostics cliniques et beaucoup de traitements. Des infections par des punaises de lit qui peuvent être aussi surinfectées. Alors les gales, c'est pareil, on voit des gales parfois profuses qui sont complètement impétigénisées. On avait eu des vagues importantes de migration afghane c'était des groupes entiers qui venaient de Stalingrad à Paris. Ils avaient des gales effroyables qui traînaient depuis des mois, donc c'était très étendu. On a aussi des mycoses cutanées superficielles, des dermatophysies de la peau glabre, des onychomycoses, etc. Ça revient assez fréquemment. Les infections bactériennes, alors ce qu'on voit le plus, c'est des choses courantes, des plaies surinfectées, ou des dermatoses, sur des soins d'hygiène qui sont insuffisants puisque c'est des personnes qui dorment. On a 2/3 de notre population qui n'a pas d'hébergement stable, qui est soit dans des squats ou sur des hébergements précaires,
parfois aidé par des amis, parfois dehors, donc les soins d'hygiène ne sont pas au top forcément. On va avoir aussi des érysipèles, des infections communes respiratoires, urinaires, hein, non spécifiques. Et on a aussi quand même pas mal d'infections ostéo-articulaires sur matériel. Donc ça, c'est dans la grande majorité des cas, c'est des ostéosynthèses qui ont été faites dans les pays d'origine, hein, sur des niveaux d'asepsie sûrement inférieurs à ce qui peut être fait chez nous. Des gens qui n'ont pas toujours été réévalués, du matériel qui traîne, des infections qui sont souvent prises en charge tardivement, donc pas simple à gérer. On en envoie quand même assez régulièrement sur l'IHU ou dans les services d'orthopédie. Mais c'est un classique, on va dire, de la peste en infection bactérienne. Donc pour faire une petite synthèse, donc, on voit quand même qu'on est sur des fortes prévalences, hein, sur des groupes à risque du VIH, des hépatites B et C, de la tuberculose et des parasitoses digestives. Donc quand même beaucoup de découvertes se font de manière asymptomatique sur le dépistage, hein, ce qui renforce l'idée qu'il faut absolument avoir ces stratégies de dépistage les plus rigoureuses possibles. Parce que les symptômes lors de la consultation ne sont pas toujours pour motifs infectieux. Hein. Souvent, il y a plusieurs motifs un petit peu millefeuilles superposés. C'est des patients qui n'ont pas toujours une manière d'exprimer leurs symptômes très, très claire. Hein. Donc, voilà, ces stratégies de dépistage sont importantes. Il y a aussi tout le volet, je ne vais pas m'étendre sur le rappel vaccinal. Alors, il y a aussi des recommandations là-dessus. C'est pas forcément simple à faire non plus, à faire un rattrapage vaccinal partiel, mais on est en train de travailler un petit peu sur la question pour être le plus exhaustif possible et faire aussi ce travail de prévention par la vaccination. Voilà, je vous remercie pour votre attention.